dans le geste que je viens de faire, il y a toute l'épistémologie de l'énigme des tâches de la connaissance. Ah, je m'explique. Quand on étudie l'histoire de la pensée, on se rend compte que parmi cette épopée des tâches de la connaissance, un code épistémologique qui ressurgit, mais qui n'est pas visible, tant que dans l'histoire de l'humanité, on n'est pas arrivé à un certain degré de débordement de la technologie de l'objet. Alors, je viens de faire un geste très simple qui a été fondamentalement le rituel de Duchamp, le peintre Duchamp. Alors, je rétrécis mon histoire. Duchamp est à New York avec Man Ray. Et il est là pour l'Armory Show. Et l'Armory Show, c'est une exposition dans laquelle une de ses peintures, qui s'appelle Le nu descendant l'escalier, est devenue la grande vedette de l'Armory Show. Mais lui, il ne sait pas qu'il est arrivé à New York. Et il est devenu une immense star, juste pour une peinture. Et là, il y a le fils du peintre Matisse, qui est à New York, il y a une galerie d'art, puis il vient le voir, puis il dit, je t'offre de t'acheter tout ce que tu vas produire, puis je vais toujours te payer, tu ne manqueras jamais de rien. Et Duchamp de dire, je ne suis pas un ouvrier de l'art comme Picasso. Moi, ça va me prendre 3 œuvres pour changer l'histoire de l'art. Et j'ai pas besoin de ça. Il vit dans une petite chambre, bien pauvrement, avec Matisse. Et il se pratique, il joue aux échecs. Mais il cultive de la poussière. Il cultive de la poussière. Et Man Ray prend des photos de la culture de la poussière. Ah! C'est cette âge de connaissance. Et à un moment donné, il est avec Man Ray, il pratique les échecs, il cultive la poussière. Et il se dit, je sais que je vais changer l'histoire de l'art. Je le sais. Tout est inscrit dans le code de l'épistémologie, de l'épopée d'une tâche de connaissance. Il n'y a pas les mots que j'ai aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore capable de théoriser de la même façon qu'au 19e siècle. On ne pouvait pas théoriser l'arrivée du cinéma, sauf que c'était déjà là, juste par les écrivains qui faisaient des romans dans les journaux par épisode et qui décrivaient les décors avec des détails terribles. Il y avait plus de détails sur les décors que l'intrigue. Ça annonçait l'arrivée du cinéma. Et à un moment donné, il prend une idée à Duchamp. Et regardez bien comment fonctionne l'épistémologie d'une épopée, d'une tâche de connaissance. C'est quelque chose qui est plus grand que l'être humain. Tout le code de l'épopée est construit dans la tâche de la connaissance. Alors, Duchamp dit à Man Ray, il dit, on va fonder une galerie d'art qui va être une OSBL, c'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde. Et la règle du jeu, c'est que n'importe qui paye 5 $ peut présenter une œuvre. Puis on va faire partie du comité. Et là, il construit la petite galerie d'art, il loue un petit local. Et à un moment donné, sous un faux nom, il présente un bol de toilette. Un bol de toilette, comme œuvre d'art. Et là, ces chums à la galerie d'art qui font partie du comité, on ne peut pas accepter ça. Oui, mais il a payé 5 $. La loi dit qu'on est obligé de l'accepter. Mais il dit d'abord, pour l'accepter, on va placer le bol de toilette en arrière d'un drap blanc. Ah, Manuel, c'est pas de problème. Duchamp, c'est pas de problème. Mais là, Duchamp crée une petite revue qui a paru une fois, avec une petite machine, dans laquelle il critique le fait qu'on a placé une bol de toilette payée 5 $ en arrière d'un drap blanc. Ah, tu vas me dire qu'est-ce que ça a rapport avec la poussière? Ben, c'est que pour savoir la suite de l'histoire du bol de toilette, Duchamp cultive de la poussière et photographie de la poussière. C'est l'épopée d'une tâche de connaissance qui lui donne la suite avec laquelle il va changer l'histoire de l'art. Et là, à un moment donné, les années passent,
Et il va écrire dans les journaux, il y a un gars qui a critiqué dans une revue un bol de toilette qui a passé, puis qui a été mis en arène de drop blanc. Il va répandre la légende du bol de toilette. Sauf que cette légende-là se perpétue. Le bol de toilette est là, la légende est là. Et à un moment donné, les années passent, des années passent. Et la fameuse légende du bol de toilette qui a été refusée comme œuvre d'art, elle reste. On appelle ça un ready-made. Un ready-made, c'est un objet qui, en tant qu'objet, est une œuvre d'art parce qu'on dit que c'est une œuvre d'art. Duchamp invente la notion de ready-made. Comme il dit que la poussière est une œuvre d'art parce qu'il dit que c'est une œuvre d'art. Et en 1960, il arrive le musée Beaubourg, qui se rend compte que c'est un événement d'histoire de l'art, ne connaît pas vraiment l'histoire. Il dit à Duchamp, si j'allais te chercher 2 autres bols de toilette, ou 3, je ne me rappelle pas d'histoire exacte, puis tu le signais. Et les bols de toilette de l'époque. Puis on va le mettre au musée Beaubourg. Ah, c'est en place ce que Duchamp souhaitait. Et là, mon Duchamp se retrouve avec 2 bols de toilette signés au musée Beaubourg et un 3e qui va vendre aux enchères, aux amateurs d'art. Et ceux qui sont aux enchères vont arriver le bol de toilette, puis ils ne bitent pas là-dessus, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment donner pour. Mais ce bol de toilette, il vaut des millions aujourd'hui, puis il a changé l'histoire de l'art. Et Duchamp, à la fin, va marier une historienne, je ne sais pas si la marie il va avec lequel il poursuit l'aventure de l'épistémologie, de l'épopée d'une tâche de connaissance, par une dernière œuvre avant de mourir, qui va organiser au musée Getty. Ah, ce tableau, c'est pas compliqué. C'est un trou de serrure, tu peux juste un à la fois, tu regardes, et tu as juste 2 jambes de femme ouvertes, puis tu vois un vagin, c'est tout, avec une peinture en arrière. Mais qu'est-ce qui est important à travers tout ça? C'est à cause qu'il a cultivé de la poussière et qu'il a cru qu'une œuvre d'art était de la poussière, parce que de la poussière, il a décidé que c'est une œuvre d'art, il a créé le ready-made. Ça veut dire que la poussière, dans l'épistémologie de l'épopée d'une tâche de connaissance, a constitué le fondement même du changement de l'histoire de l'art au 20e siècle. Alors, de la même manière que Cézanne, à 19 ans, disait « Je suis le peintre du 19e siècle et je serai reconnu comme tel », il n'avait pas peint encore une œuvre. De la même manière, Duchamp, « Je suis celui qui changera le 20e siècle ». Ce fameux « je suis » ne vient pas de la personne, vient du rapport entre le rêve, qui est l'épistémologie de l'épopée d'une tâche de connaissance par laquelle il s'exprime, et l'être humain qui en fait partie. Alors, tu comprends que moi, quand je commence à vagabonder, j'ai une idée, j'ai un rêve, qui part d'une question. Si je prends soin de l'univers, est-ce que l'univers va prendre soin de moi? Mais je vagabonde. Puis à chaque fois que je vois une bibliothèque d'ouvert, je m'en vais dormir dehors, en face de la bibliothèque, d'un petit boisé. Puis le lendemain, j'attends l'ouverture, puis je cherche une œuvre de Duchamp, un commentaire de Duchamp, n'importe quoi qui est sur Duchamp. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Sauf que je me rappelle que Duchamp et Manry jouaient aux échecs pendant qu'il y avait de la poussière, qu'ils cultivaient de la poussière. Et là, quand j'arrive à Tadoussac, j'arrive avec un jeu d'échecs que je ne sais pas jouer, et avec un petit livre, comment jouer aux échecs. Et je m'installe au 2e étage d'un restaurant. Et au 2e étage du restaurant, il y a un gars, un cuisinier qui est un grand joueur d'échecs, qui rêve de jouer avec moi parce que je fais courir le bruit, je suis le plus grand joueur d'échecs au Québec. À la fin de mon séjour, le gars monte en haut, il voit mon jeu d'échecs. Puis il est tout nerveux. J'ai dit, bienvenue, tu es devant le plus grand joueur d'échecs, celui qui a connu le plus d'échecs dans sa vie. Puis il voit mon livre quand je suis en train d'apprendre aux jeux aux échecs. Puis il me voit avec le jeu. Mais qu'est-ce que je fais? J'essaie de comprendre le code à partir duquel Duchamp a construit ce que l'université n'enseignera jamais. Parce que l'université, c'est fait pour faire des commentaires, des cols bleus de connaissances. Et là, je saisis. Je saisis que si je veux réussir à construire la nano-citoyenneté planétaire par le pays œuvre d'art et le gâteau de fête des vies personnelles œuvres d'art, où la poésie vainc la politique, je dois partir de la poussière de Duchamp. Parce que dans ça est écrit l'ensemble de ce que constitue une théorie des Habs. Donc, Duchamp a été ça à quoi je me suis occupé pendant mon vagabondage.
de bibliothèque en bibliothèque à réfléchir. Pourquoi le fait que Duchamp a cultivé de la poussière lui a permis de changer l'histoire de l'art? Ça veut donc dire, systématiquement, que tout être humain sur la Terre peut, à partir d'une tâche de connaissance, découvrir, s'il ne triche pas, l'épopée même de son existence, pas son existence, son existence. Et j'ai parlé de Duchamp. On aurait pu parler de Michel-Ange, on aurait pu parler de Cézanne. On peut parler de beaucoup de créateurs. Et pourquoi ces gens-là disent « je suis ». Les autres sont en retard, je suis. C'est pas le jeu. C'est qu'ils ont cessé intuitivement, sans connaître les théories, le code. Et on parle d'une mère de famille, on peut parler d'une mère de famille qui comprend en voyant son enfant le code qui l'anime. Elle n'a pas de théorie. Donc, le rapport entre war moins t égale 2,7k, point d'interrogation, la tâche de connaissance, c'est-à-dire le rêve, et la personne humaine, c'est un rapport de non-tricherie. Fais wow sur un rêve. Ne triche pas. Et tu auras accès au code même de l'univers. Donc, c'est une partie du projet à partir duquel, chez moi, le vagabondage, c'était la recherche d'un code de la physique quantique, des lois de la physique quantique. Ça, je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard. Mais que l'on retrouve simplement dans n'importe quel objet. Parce que, là, je ne sais pas si j'ai encore Ça a l'air mort. Et pourtant, je n'ai pas besoin de le laisser tomber. Mais je le mets là. OK. Oups. Ça, c'est de l'art philosophique. Naturellement, on a l'image du sablier qui le fait descendre et qui parle du temps. Mais non. Parce que l'éternité du rien, hein? Qu'est-ce que le rien? C'est la jeunesse éternelle d'une épopée, d'une tâche de connaissance. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des comportements. Par exemple, quand je suis à Tadoussac, je dors en dessous du musée, il y a un millionnaire qui m'invite chez eux, juste en face, parce qu'il est inquiet. Il voit un vieux monsieur. Le gars, il dit, je vaux 22 millions. Oh, puis excuse-moi, je viens de faire de l'argent. Ben, je dis, viens dormir avec moi. En dessous du galerie, tu vas être milliardaire, mon homme. Tu vas sauver du temps. Parce que la différence entre le bonheur et la joie, c'est la tâche de connaissance. Toi, tu vas lutter toute ta vie, puis tu ne pourras pas emporter tes millions. Moi, je vais emporter mes milliards, mais que je meurs. Parce que j'ai compris. J'ai juste compris qu'il y a un code accessible à n'importe quel être humain sur la Terre, comme le soleil est accessible à tout le monde. J'ai juste saisi ça. Je n'ai pas saisi d'autre chose que ça. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais dire ce soir. C'est que si un homme en cultivant de la poussière a changé l'histoire de l'art, n'importe quel être humain sur la Terre est capable de changer l'histoire de sa vie, d'en faire une épopée d'une tâche de connaissance. C'est juste d'avoir confiance que la tâche de connaissance est toujours supérieure au déterminisme de la nature humaine. Voilà. Merci.